Bonsoir, chers amis téléspectatrices et téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Le Kiosque sur Zouk Télévision. Nous sommes de nouveau avec vous pour vous présenter l'actualité locale, nationale et peut-être quand même internationale. Et donc pour cela, nous avons 4 experts que je vais présenter tout de suite, qui sont des chroniqueurs avertis avec lesquels on a l'habitude de passer de bons moments et on va essayer de vous faire partager ce moment avec la bonne humeur habituelle. Donc je vais bien sûr accueillir Michel Branchi qui a des yeux d'un regard perçant d'aigle, jeune aigle, n'est-ce pas? Parce que tu as tombé les lunettes maintenant, comment vas-tu? Quelle est ton actualité? Et comment s'est passée ta semaine? Ben, j'ai eu connaissance d'une étude de France Stratégie qui a découvert que les natifs d'outre-mer avaient moins de chances d'avoir une progression dans leur carrière, dans leurs aspirations, que les natifs de l'Hexagone. Bon. Alors, j'ai eu comme premier réflexe en lisant cette étude que France Stratégie, n'oubliez pas que France Stratégie est dirigé par quelqu'un qui a fait le programme économique de Macron. Bon. Et je dis que brusquement, France Stratégie a découvert que les pays d'outre-mer sont des pays qui sont en fait en voie de développement. Alors c'est une découverte que je vais commenter de manière ironique. Alors c'est intéressant quand même parce que en dehors de cet aspect-là, un peu idéologique, il y a dans cette étude, qui fait quand même 15 pages, que je recommande d'aller chercher, taper Google natif d'outre-mer, France Stratégie. Il y a dans ces études, comme ce sont des gens qui ont accès, je peux le dire, à des statistiques, des données. Les données sous l'outre-mer sont souvent beaucoup plus complètes au niveau des administrations centrales de BOC, le ministère de l'Outre-mer, qu'en Outre-mer et à l'IEDOM et à l'INSEE. C'est un constat de plus de 40 ans d'activité au sein de l'administration des finances. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on compare les possibilités en matière de concours, justement, on parlait tout à l'heure, hors antenne, des concours. On parle du sport, on parle de beaucoup de choses. Bon, quelle est la chance d'un athlète d'outre-mer de figurer dans l'équipe du PSG? Bon. Non, c'est intéressant, effectivement. Bon, alors, ils ont constaté sans même que dans certains départements du type de la Corse, par exemple, il y avait, bien que ce soit moins accentué, qu'il y avait quand même ce décalage avec la moyenne française. Bon. Faut-il comparer chaque pays d'outre-mer, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, parce qu'entre chacun de ces entités, il y a aussi des différences. Par exemple, je prends un exemple. Bon, ça fait plusieurs années que le taux de chômage en Martinique est plus bas qu'en Guadeloupe. Le taux de chômage en Martinique est officiellement de 12%, alors qu'il est de 19% en Guadeloupe et en Réunion. D'accord. Bon, mais ceci dit, c'est un document qui répond. Alors, bien entendu, il y a des gens qui vont répondre, mais nous sommes français depuis 1946. C'est pas non, on devrait être au même niveau qu'à la moyenne de la France. Alors, ça veut dire qu'ils ne suivent pas l'émission. Voilà. Ça veut dire qu'ils ne suivent pas l'émission, parce qu'on parle tellement des difficultés qui sont structurelles liées à notre situation, à notre économie, à notre histoire. Tu sais, là, nous avons... je vais citer quelqu'un que tu connais bien, c'est Aimé Césaire. Bon, l'assimilationnisme, on nous a inoculé un assimilationnisme dont nous avons beaucoup de mal à nous défaire.
Bon, très bien. Bon, quand on parle de continuité territoriale, par exemple, ben nous Français, nous vous payons même prix qu'en TGV. Bon, en tout cas, ça fera l'objet de notre débat, mais on en a déjà parlé ici. Oui. Les points de vue sont divergents, mais ça se défend quand même. Raphaël Séminon, bienvenue, merci de ta présence. Comment s'est passée ta semaine? Et moi, je précisais que tu es un collaborateur proche du maire de Fort-de-France. Voilà, j'ai fini ma présentation. Très bien, très bien. Merci. Et puis merci pour ton accueil, merci pour l'accueil des collègues, que j'ai toujours plaisir à retrouver, bien entendu. Mon actualité, je voulais évoquer un thème d'actualité qui date de la semaine dernière. Bon, malheureusement, la semaine dernière, on n'a pas eu de temps d'évoquer ça, mais c'est Haïti. La mise en place du conseil présidentiel transitoire. Alors, le président... En Haïti, oui, en Haïti. Oui. Le président a été nommé, il s'agit de M. Edgar Fils, enfin, un nom de ce type-là, c'est un nom un peu à rallonge, et qui disait « la priorité, c'est la sécurité ». Mais évidemment, je m'interroge sur la capacité de ce conseil présidentiel transitoire de mettre de l'ordre pour faire revenir la sécurité des citoyens haïtiens. Lorsque je regarde une interview ce matin par CNN d'un des chefs de gang qui s'appelle Vitel l'homme innocent, ah, ça ne s'invente pas, ça, ce genre de choses. Et qui dit, attention, nous, si nous ne sommes pas invités à la table des négociations, il n'y aura jamais de sécurité dans ce pays. Alors que ces gens-là, qui sont des chefs de gang, avec des gangs réunis, c'est eux qui créent des problèmes d'insécurité. Et c'est eux qui tuent plus de 1000 personnes, qui ont tué plus de 1000 personnes. Et j'ai eu l'occasion de dire ça ici. Je ne vois pas comment, très sincèrement, surtout que les pays comme les États-Unis ou les autres pays ne veulent pas s'impliquer dans la recherche de la sécurité en Haïti, je ne vois pas comment ce pays peut s'en sortir. J'avais dit ici, il y a quelques émissions, que j'étais allé en Haïti, etc., que j'étais revenu malade, de ce que j'avais vu. Mais très franchement, je réitère ce que j'avais dit. Je pense qu'il faut un pouvoir très fort en Haïti pour pouvoir permettre de revenir à une situation normale. Mais quand je dis un pouvoir très fort, c'est-à-dire un pouvoir, j'avais employé le mot qui avait fait bondir certaines d'une dictature éclairée. Moi, je suis derrière ce que je dis. Haïti ne s'en sortira pas comme ça. Bon. Très bien, merci beaucoup pour avoir rappelé la situation de nos frères haïtiens. Effectivement, je vais, à ce titre que j'ai oublié de le faire, vous transférer une vidéo d'Abnous Shelmani qui passait sur LCI. Je suis tombé dessus par hasard et elle rapportait que la dette française à propos d'Haïti, de la même manière qu'il y a une dette américaine à propos d'Haïti, commençait à être rappelée aux Français et que le Sud global, comme le nomme Poutine, était en train de rappeler ses bons souvenirs aux pays qui étaient coloniaux au siècle dernier. Voilà. Je vous rappelle à Béatrice que je suis très taquin. Christian Osile, merci beaucoup ton ticket va sortir. Ta présence et voilà. Alors, militant du bien public, d'après ce que j'ai souvenir. Voilà, mon souvenir. Mais j'aime bien la formulation. Et donc, comment vas-tu et quelle est ton actualité de la semaine? Moi, ça va très bien. Militant du bien public, effectivement, parce que c'est... je pense que quand on est pris de justice, ça permet un angle de vue par rapport à tous les problèmes qui se posent. Notamment social et en toute indépendance, quoi. Ouais. Et donc, moi, je me prétends avoir été un militant du bien public, aussi bien en tant que syndicaliste qu'en tant que directeur général de l'ARS, et qu'aujourd'hui, à faire... d'autres types de boulot, de formation, d'écriture et tout ça. Mon actualité, je rebondis sur la question d'Haïti, mais c'est pas les deux sujets que je voulais aborder. Sur la question d'Haïti, j'ai vu juste une vidéo aujourd'hui, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, de l'Haïtien qui fait circuler une vidéo qui dit « Voilà, je connais des gens qui ont voulu aller dans telle île et tout, ils ont été arraisonnés par la marine américaine et plusieurs personnes ont été arraisonnées à des points différents d'Haïti. Est-ce qu'Haïti
est en train d'être encerclé par la marine américaine et pour quoi faire, etc. Donc il faudrait vraiment regarder cette actualité. Je n'ai à cette heure aucune information, juste un ami très proche, haïtien, qui a réussi à fuir et qui est rentré ici parce qu'il vit avec une Martiniquaise et qui a réussi à fuir en passant de Port-au-Prince à Pétionville, aller en hélicoptère au Cap et au Cap en voiture clandestine jusqu'à la frontière, et la frontière de Saint-Domingue récupérée par quelqu'un qui l'a amené à Santo Domingo et qui a pris l'avion pour venir ici. Donc la situation est infernale, c'est vrai, pour ce que je connais l'Haïti, pour y être allé plusieurs fois, avoir milité sur place avec la centrale autonome des travailleurs haïtiens, j'imagine que la situation est infernale. Et alors ma solution, moi, franchement, c'est pas la dictature éclairée, fut-elle éclairée. Je pense qu'il y a tellement de puissance intellectuelle à Haïti, de capacité de lutte, de tradition, d'organisation et de combat, que des fois je regrette de ne pas être haïtien, franchement, mais je pense que ce peuple a de quoi soulever un mouvement, s'organiser pour mener une guerre contre ces types au nom du progrès social et des forces laborieuses pour éradiquer ces macoutes. Mais il paraît, enfin ces macoutes, ces descendants des macoutes. Et il paraît qu'ils sont... Alors c'est ce qu'il faut savoir, c'est pas des fusils Kalachnikov qu'ils ont. Et c'est l'ami qui vient d'arriver qui me dit ça. Je lui parlais du palais national qui a été détruit, etc., par le tremblement de terre, mais après rasé. Je disais, mais la police protège, enfin les forces qui restent à Haïti protègent l'espace du pouvoir haïtien, mais les gangs ont essayé plusieurs fois d'en prendre possession, et les gangs sont armés de mitrailleuses. Il faut voir ce que c'est. C'est à peu près 1500 mecs qui sont surarmés, et on pense bien que les armes ne viennent pas comme ça, quoi, hein, donc quelque part ça va. Bref. Ouais. Moi je voulais dire deux choses rapidement. Un, ce qui alors la première chose, je veux rendre hommage à Piero Filippi, qui est un jeune Martiniquais, que j'ai connu à l'époque où j'étais jeune militant au GRS, et qui était un jeune des jeunesses communistes, prof de philo brillant, qui a eu l'occasion, quand j'étais directeur de l'ARS, de m'inviter dans sa classe de préparation au lycée, et qui est décédé parce qu'il était très malade. Je pense qu'on n'a pas l'occasion à chaque fois de rendre hommage à des types qui ont fait du boulot, qui ont contribué à leur niveau à l'avancée de la conscience et de l'organisation de la lutte anticolonialiste martiniquaise. Donc je lui dis bye-bye, Pierrot, et je le salue. Le deuxième élément, c'est ce qui m'a choqué cette semaine, mais au plus haut point, c'est les questions de liberté d'expression. Quand je me souviens des manifestations qu'on a faites, je regarde mon camarade Branchi et toi-même, quand on était jeunes, pour le Vietnam, etc., ou pour le droit à l'avortement et tout, il y avait des affrontements, mais quelque part, on avait conquis le droit de parler et de critiquer l'impérialisme, de dire ce que nous pensions. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que la France insoumise manifeste en soutien au peuple palestinien. Mélenchon veut faire un meeting ou des réunions dans le nord de la France. Il est interdit de réunion parce qu'on l'accuse d'être... pour l'ordre public. Voilà, de trouble à l'ordre public. Un parti français, enfin, parce que simplement il soutient le peuple palestinien et qu'on l'accuse d'être antisémite, comme si on veut vraiment instiller dans la tête de la population française et des DOM et martiniquaises que être anti-sioniste, surtout un pays dirigé par quelqu'un d'extrême droite, qui est un fascisant comme Netanyahou, c'est être antidémocratique et c'est être raciste que de faire ça. Ça me choque au plus haut point. Et là, je dis qu'il y a un vrai danger pour la démocratie parlementaire qui prétend donner des leçons à tout le monde dans le monde et qu'il ne faut pas laisser ça passer et soutenir tous ceux qui sont condamnés, y compris les étudiants de Sciences Po et la France Insoumise, même pour le droit d'expression, même si on n'est pas d'accord, et je ne suis pas d'accord avec Mélenchon sur pas mal de positions. Voilà. D'accord. C'est une question de principe. Merci beaucoup. Effectivement, d'ailleurs, on va sans doute aborder la question avec la grève à Sciences Po. Béatrice Bellé, qu'on ne va pas présenter, mais qu'on va quand même caractériser de la mascotte de l'émission, toujours contente de t'avoir, et puis pour ton intelligence et ton élégance. Merci. J'ai pas fait de gaffe. Non, c'est bon. Ça rentre. Voilà, ça rentre. Bon. Ça rentre. Eh bien, bonsoir messieurs, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs, et encore ravi d'être parmi vous. C'est toujours un moment de plaisir, et puis quelque part,
ces moments d'expression. Je pense qu'il faut, pour ces moments d'expression, il faut remercier le patron de la chaîne, Mano Granier, parce que ce sont des moments majeurs, intéressants, et que, encore une fois, beaucoup de personnes plébiscitent ce moment, ne ratent pas le rendez-vous du kiosque, et nous le font savoir. Donc ça fait énormément plaisir. Donc merci à Mano de nous donner cette opportunité que nous saisissons toujours avec beaucoup de plaisir. Mon actualité, c'était hier, le défilé du 1er mai, puisque nous enregistrons aujourd'hui jeudi. Et hier, mercredi 1er mai, il s'agissait du jour de la fête du travail, donc de se retrouver avec les camarades des syndicats, des camarades féministes également, des associations féministes. Pourquoi, d'ailleurs, j'ai privilégié cette année le fait de défiler avec mes sœurs de combat féministes, c'est parce que dans le travail, il y a également la capacité pour les femmes à pouvoir accéder à l'emploi. Et en Martinique, je ne fais que de le répéter, mais il y a une vraie difficulté qui est celle de la mobilité des femmes. Je rappelle à qui veut bien l'entendre, et même si j'entends des arguments que je trouve stupides, qui seraient que la Martinique a son propre rythme, que nous avons nos propres us et coutumes, nous avons un devoir, me semble-t-il, d'excellence sur les services publics et sur un certain nombre d'entre eux, au premier rang desquels il y a le transport. Voilà. Donc on doit se faire de cette question du transport public, de la mobilité des personnes, une exigence majeure, première, en tout cas parmi nos priorités. Et donc un beau défilé, même si il était plus maigre que l'année dernière, parce que l'année dernière à la même époque on défilait un peu plus pour la question des retraites, mais il faut rappeler que la mobilisation, on n'est pas toujours mobilisé avec la conviction que ça va donner quelque chose. Mais c'est pour dire à tout type de pouvoir, quel qu'il soit, que lorsque nous nous mettons ensemble, nous sommes capables de faire des choses. C'est aussi pour montrer que le rapport de force peut s'installer. C'est ça que les mobilisations ont vocation également à produire, à montrer que le rapport de force populaire peut s'installer. Donc les gens qui se disent « Oh oui, mais ça sert à rien », si, ça sert toujours. Voilà, ça sert toujours, ça prend pas beaucoup de temps, c'est 2 heures dans votre petite année, donc n'hésitez pas, les fois où on a des défilés à venir de 8h30 à 10h30 ou de 10h30 à midi, ça fait toujours du bien de gonfler les rangs. Autre chose, parce qu'il y a toujours des combats à mener, et c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas attendre que ce soit toujours les autres qui les mènent. On a encore des élèves boursiers, notamment les élèves infirmiers, qui attendent impatiemment leur bourse pour vivre dans la dignité, parce que nos combats sont aussi des combats de dignité. Donc, je rappelle à ceux qui doivent leur payer cette bourse, qu'il est temps d'avoir aussi des exigences sur la régularité du versement des bourses pour les étudiants. J'avais parlé la fois dernière des étudiants qui faisaient une formation en tout cas qui étaient étudiants et pour l'aide à la personne. Aujourd'hui, ceux qui m'ont interpellé, ce sont les élèves infirmiers qui sont pour beaucoup en grande difficulté et qui, pour certains, vont arrêter la formation parce qu'ils ne sont pas capables aujourd'hui de subvenir à leurs besoins tout en suivant la formation d'élèves infirmiers. Et puis, ça c'est tout à fait personnel, j'embrasse ma famille de Trinité, du Gros-Morne, que j'ai pris plaisir à aller voir. Je répète également que aller à la campagne, c'est revenir toujours les mains chargées. Et je remercie Madame Ambrosi pour tout ce qu'elle m'a donné également. Je remercie les cousins-cousines pour les mangues, les pommes cannelle, et tout. Si que, à Fort-de-France peut-être pas, mais au Gros-Morne il y en a. Et à Trinité aussi. Bon. Voilà. Donc merci maman pour tes mangues. Voilà. Bon, gros bisous à tout le monde. Bon. Merci beaucoup pour vos propos liminaires. Donc Manuela nous a préparé, concocté un petit programme intéressant. Donc je vais commencer par toi, Béatrice, puisque le budget de la ville de Fort-de-France, je vais laisser ma pipi s'exprimer à la fin. Mais tu m'avais dit que tu avais quelques commentaires à faire, donc je vais te donner la parole en premier. Didier Laguerre prévoit un retour à l'équilibre en 2025. En propos liminaire, je souhaiterais dire que la Chambre régionale des comptes avait prévu 10% d'augmentation des impôts pendant plusieurs années.
et le licenciement de 300 agents. C'est ça qui était prévu. Et bon, j'ai envie de dire, quelle prouesse. Alors, Michel est en train d'opiner, enfin non, au contraire, de hocher la tête. Aujourd'hui, la dette serait de 29 millions d'euros, la trésorerie de la ville de Fort-de-France est excédentaire, et le paiement des salaires chargés... Excédentaire donc, je parle du budget annuel. Hein, et le remboursement des dettes sociales prévu sur 10 ans. Quelques chiffres, la ville rembourse l'intérêt d'emprunt et le capital. En 2015, il y avait 2983 agents. 2015, j'ai cherché. Hein, avec 107 millions de masse salariale. En 2023, il y a 2101 agents avec 93 millions de masse salariale. Et l'année dernière, 170 agents sont partis à la retraite. Donc c'est un tableau que je brosse avec les éléments que j'ai. Hein. Maintenant, peut-être que ce ne sont pas les bons. Donc voilà comme propos introductif. Alors Béatrice, c'est à toi la parole. Et donc tu as 4 minutes. Et puis ensuite, s'il faut revenir, on reviendra. Voilà. Eh ben, je te remercie. Je te remercie d'avoir dressé un si beau tableau, parce qu'en l'occurrence, je suis propriétaire à Fort-de-France. Et donc, je suis contribuable. Je suis ravie de savoir que ma ville va si bien. Elle va mieux. Elle va mieux. J'aurais aimé que ça se voit davantage, en fait, qui est donc des services publics beaucoup plus efficaces. Et puis, des comptes, en l'occurrence, des comptes administratifs qui matérialisent un peu plus la réalité financière de la commune. Bon, donc... Encore une fois, on en a parlé, je ne sais plus sur quoi, sur le papier, on peut inscrire ce qu'on veut, je vous le dis quand même. Hein. On peut faire valoir des recettes miraculeuses qui vont bien venir abonder, équilibrer les budgets. Dans la réalité, on a moins de personnes qui payent l'impôt, parce que comme partout, Fort-de-France a une population qui diminue, d'accord ? On a du coup moins de recettes, de toute façon, même en matière de DGD, mais on a l'avantage quand même d'avoir été inscrit dans le quorum à Fort-de-France, c'est-à-dire ce contrat de redressement en Outre-mer, qui permet de consolider quand même la dotation générale de l'État. Bon. Tout ça pour dire quand même que c'est un travail aujourd'hui, c'est vrai, titanesque que mène le maire Didier Laguerre pour redresser les comptes de la commune. Parce que la commune est quand même dans une situation catastrophique, financière. Alors, est-ce qu'on doit négliger le fait que ça soit une ville capitale et que finalement, elle a des charges qui sont plus importantes que n'importe quelle commune ? Bon, je pense qu'on ne peut pas le négliger. Est-ce que ça l'oblige du coup à aussi capitaliser davantage sur, optimiser davantage les moyens, notamment humains qu'elle a ? Je le crois fondamentalement. Et je crois qu'on ne peut plus se permettre d'avoir une gestion qui ne soit pas la plus optimale possible, notamment en matière de masse salariale. Il faut arriver à optimiser les services publics. Moi, je ne rechigne pas à payer l'impôt, mais je veux qu'il y ait du service public derrière. Je suis ravie de voir l'efficacité à la fin des manifestations. Il n'y a rien à dire. Le lendemain, tout est propre, tout est nickel et tout ça. Mais il y a quand même encore des sacrés efforts à faire pour que la ville soit apaisée. Pas le centre-ville seulement, la ville. Il y a aussi des sacrés efforts à faire pour qu'il y ait... Alors, je vais parler de culture, une dispersion de l'offre culturelle. Je rappelle que la ville de Fort-de-France, qui est la ville capitale, n'a pas de bibliothèque municipale. On parle souvent d'éducation. C'est juste pas possible de ne pas faire cet investissement, de ne pas mettre une bibliothèque dans des quartiers comme Dillon, de ne pas mettre des tiers-lieux. Il faut recréer le lien, et c'est le service public qui recrée le lien. Donc il va falloir se fixer des priorités. En toute sincérité, je trouve que Didier Laguerre sur la matière fiscale est devenu l'un des référents martiniquais. On dit ce qu'on veut. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est fait, mais sur ce côté-là, je crois vraiment qu'il y a des efforts qui sont faits, mais que la tâche est bien ardue. Voilà. Merci beaucoup. Pile poil, donc... Comme un examen. Oui, comme un examen, exactement. Alors Christian, à propos donc, de la situation de la ville, et puis donc il y a une fameuse dotation d'aménagement qui s'appelle la DACOM pour l'outre-mer, qui est visiblement sous-dimensionnée pour les villes d'outre-mer par rapport à celle de la France. Donc voilà, après ce petit oui, mais comme ça c'est habituel, parce que par exemple pour les hôpitaux,
le taux qui permet d'ajuster le financement des budgets hospitaliers par rapport au coût de la vie est nettement inférieur à ce qu'il aurait dû être. Et quand on parle en général de centaines de millions d'euros de budget, comme pour la ville également, quand vous commencez à sous-dimensionner des moyens de fonctionnement d'une institution publique, ça fait très très mal sur 1 an, sur 2 ans, voire sur 10 ans, et après on ne comprend pas. Alors quand ça s'ajoute à l'histoire, parce que moi je vais m'arrêter à des grandes données, parce que je ne suis pas élu, je ne connais pas, j'ai pas le détail des éléments de la ville de Fort-de-France, au-delà de ce qui peut intéresser un simple militant comme moi. Moi je constate simplement qu'il faut prendre en compte l'histoire, il faut prendre en compte les réalités liées à l'histoire et puis ce qu'il y aurait à faire aujourd'hui. L'histoire, moi je constate que c'est des décennies, des décennies où la droite au pouvoir et au gouvernement a tout fait pour mettre en difficulté la municipalité de Fort-de-France et Aimé Césaire, sans lui donner les moyens qu'il aurait pu avoir pour fonctionner, alors qu'il fallait que la ville fasse tous les travaux de base, de fond, de mise hors d'eau, de bétonner des ravines, de l'adduction d'eau, la santé, enfin tout ce qu'on sait qui a été fait. Bon, tout à l'égout, et tout à l'égout et tout ça, l'assainissement qui n'est pas fini, etc. Donc, et avec une volonté dans le même temps, finalement, et c'est peut-être là que les choses ont dérapé, de donner du travail au maximum de personnes pour que le nombre d'indigents soit peut-être moins que ça aurait été si Césaire n'avait pas fait. Les emplois sociaux. Donc, les emplois sociaux, voilà. Donc, on hérite, la ville, à mon sens, hérite de tout ça. Bon. Le malheur, c'est qu'à un moment donné, la conscience et la responsabilité martiniquaise auraient dû faire que toutes les collectivités, je veux dire la mairie, la CACEM, le conseil général de l'époque, les conseils régionaux, la première CTM, mettent tous les moyens ensemble pour aider à faire cette ville capitale monter au niveau où elle aurait dû être. Or, ça a été des guerres intestines sans compter pour mettre en difficulté la propre capitale de la Martinique. Ce qui en dit long sur le niveau de conscience de biens publics, justement, des différents partis qui se disent anticolonialistes en Martinique. Donc ça me choque. Alors, je crois que la ville, elle semble aller dans le sens d'un certain redressement, qu'elle semble être sur le bon chemin, parce que le bon chemin, c'est qu'on ne développe pas un pays et on ne développe pas une ville ou une institution, on le sait très bien, en empruntant pour du fonctionnement ou en n'étant pas efficient, c'est-à-dire en gaspillant les quelques recettes qu'on a pour du fonctionnement, en se privant des moyens de modernisation de la mission de service public, de modernisation de l'institution, de l'investissement, parce que l'investissement, c'est du long terme. Donc, si la ville va dans ce sens-là, j'ai compris que les résultats ont l'air d'aller dans le sens qu'il faut, eh bien, je lui souhaite de poursuivre et même d'accélérer le chemin. D'accord. Et de ne pas retomber dans les travers des anciennes directions municipales, on va dire. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Michel, tu hochais de la tête. Alors, j'ai encore des chiffres. L'État donne 600 000 euros à la CACEM pour la GEMAPI, alors que le dragage de la rivière Levasseur coûte 300 000 euros. L'État se désengage aussi. En 3 ou 4 ans, on a pris pour 10% d'inflation. Ce n'est pas l'État qui donne. C'est qui? Une dotation. C'est le contribuable martiniquais. Enfin, oui, voilà, c'est ça. La CACEM qui paye. Qui paye. Alors, tu vas préciser ça tout à l'heure. Qui paye pour la GEMAPI. Tout à fait. Ah, oui, mais... L'État s'est désengagé de sa responsabilité concernant... Exact. L'entretien des cours d'eau. Oui. Et a confié l'entretien des cours d'eau aux communautés d'agglomération. Effectivement. Donc la GEMAPI, alors que l'État donnait... Alors que l'État entretenait lui-même, devait entretenir lui-même. Exactement. Donc, merci. Il ne le faisait pas. Merci pour la précision. Donc Michel, charge de centralité, disait Christian. Par exemple, le stade, je ne le savais pas, mais le stade de Fort-de-France est l'un des stades aux normes CONCACAF, aux normes des rencontres internationales, etc. Donc, ça coûte de l'argent, l'entretien, etc. Donc, voilà pour les éléments introductifs. Et tu pousses un peu. Ton sourire un petit peu bizarre tout à l'heure. Vas-y, je te donne la parole. Oui, alors, je crois que tu as été abreuvé par le cabinet du maire de la guerre. Pour les chiffres, hein. Bon.
Alors, moi, je prends... Césaire, il est parti en 1999. Après, ça a été Letchimy. En 2001. En 2001, Ouais. puis Saint-Louis, puis La guerre. la guerre. Bon. Alors, si vous voulez savoir quelle est la situation de Fort-de-France, je vous invite pour une fois à aller quand même à la source, au rapport de la Chambre régionale des comptes de 2018 et 2019. 2023. Bon. Alors, il y a eu, je comptais, au moins 13 falsifications des comptes pendant cette période. Tu emploies un gros mot là. Oui, ils appellent ça insincérité. Insincérité. Bien. À l'époque, d'ailleurs, j'ai fait des articles dans Justice et j'ai fait des interventions publiques sans être accusé de diffamation face au maire de Fort-de-France. Alors, la situation suivante, c'est 230 millions de dettes. Et puis en 2019-2020, 65 millions de déficit. Bon. Ça veut dire quoi, déficit? Ça veut dire que les dépenses sont supérieures aux recettes. Pourquoi? Pourquoi? Alors, deux mots. Un budget d'une collectivité, il y a deux sections. Il y a le fonctionnement, Et l'investissement. bon, et il y a l'investissement. Alors, quelqu'un parlait d'investissement. Bon, et qu'il faut, effectivement, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé la chose suivante, c'est que, progressivement, on a eu un déficit de fonctionnement qu'on a comblé par de l'emprunt. Et c'est vrai. C'est vrai ce que dit Sulet, c'est que, en réalité, pour pouvoir combler, alors bien sûr, on fait de l'emprunt. Bon. Et même on a fait des emprunts toxiques. Des emprunts toxiques. Bon. Alors, la Chambre régionale des comptes a dit oh là. Et le préfet a fait le budget. À l'heure actuelle, je maintiens que Fort-de-France est sous la tutelle du quorum et de la préfecture. Tant qu'ils seront en déficit, chaque fois, les budgets seront retoqués et le préfet va prendre un arrêté, ça a été le cas récemment, pour faire le budget. Alors, c'est vrai que le déficit, qui était de 33 millions en 2022, il est tombé à 11 millions. Donc, c'est vrai que, d'une certaine manière, et qu'elle n'a pas capacité d'autofinancement. Alors, c'est quoi la capacité d'autofinancement? Parce que monsieur le maire parle sans contradicteur sur RCI. LCI. RCI. Ah, RCI, il est passé, je pense. RCI, il y a 2 jours, sans contradicteur, avec un journaliste complaisant, monsieur Cédric Catan, Nomme pas. qui lui sert les plats. Bon. Peut-être qu'il Alors, connaît dans ça. un cas comme ça, mais non, il a fallu une confrontation avec l'opposition, parce qu'il y a une opposition au conseil municipal, et qui dit qu'il est possible de faire autrement. Alors, on nous sert chaque fois l'histoire, Césaire a accueilli tout l'exode rural de la Martinique, etc. Bon, arrêtez. On peut pas faire abstraction de ça. Bon, ça a été pendant... Ça s'est passé... On a des conséquences. Ça s'est passé jusqu'en les années de 2010, etc. Mais c'est terminé. Bon, c'est terminé. Bon. Par conséquent, c'est vrai que le déficit a diminué. Pourquoi? Parce que on a continué à inciter les gens à partir à la retraite, on ne les a pas remplacés. Donc on a diminué sur les dépenses de personnel, ce qui a diminué sur les dépenses de fonctionnement, et ce qui a permis
de diminuer sur le déficit global. Ça, c'est vrai. Je parle du compte administratif. Et comme l'a dit tout à l'heure Béatrice, le compte administratif, c'est ce qui est exécuté. Bon. Le budget primitif, on peut raconter ce qu'on veut. Dans le budget primitif, on nous dit, d'ailleurs, qu'on n'a pas les chiffres concernant les recettes fiscales et que c'est en cours d'année qu'on verra quelles seront les recettes fiscales. Bon, conclu, je te redonne la Alors, parole. Je conclus que 2023, baisse des frais de personnel, mais les charges générales ont continué à augmenter. Donc on n'a pas réduit sur le train de vie de la ville. OK? En plus, on a bénéficié en recettes d'une augmentation importante de l'octroi de mer, parce que l'activité économique en Martinique a été relativement intéressante en 2023, et ça a rapporté, pas seulement à Fort-de-France, À toutes les communes. à toutes les communes. Et en plus, alors je vais être un peu en contradiction avec Béatrice, on a élargi l'assiette, ce qui est bien, c'est de bonne gestion d'ailleurs. On a élargi l'assiette de la fiscalité directe. Donc il y a plus de contribuables. Et donc, par conséquent, il y a plus de contribuables. Et on a donc, grâce à cela, et puis en plus, l'État français est venu au secours. Bon. L'État français, mais écoutez, il ne faut pas raconter l'histoire. Le quorum, c'est epsilon. Hein. C'est 3 millions. Pourquoi 3 millions? Tu es bien gentil. Non, c'est 3 millions 6. 3 millions 6, en gros. Alors, le quorum lui-même, c'est ça. Oui. C'est 1 million 6 sur un budget de 185 millions. Bon, je t'interromps. C'est 2%, même pas. Tu as parlé une minute de plus que tout le monde. Donc, Raphaël, pour 4 minutes, et puis vous allez revenir, puisque vous allez gratter la minute 30. Alors, Raphaël, vas-y. Donc, effectivement, les chiffres que Michel présente sont en contradiction avec les miens, mais toi, tu es monsieur chiffre à la mairie, donc merci pour ton arbitrage. Non mais Impartial. Michel, je ne te savais pas aussi féroce. La tonalité de nos échanges ici, c'est une tonalité cordiale, sympathique. Mais je suis cordial. Mais je trouve que tu avances des chiffres qui sont complètement faux. Et quand tu dis qu'il faut oublier l'histoire de cette ville, avec des charges de centralité, ça a été évoqué par Christian, qui pèse sur, effectivement, la situation d'aujourd'hui de cette ville de Fort-de-France, qui est la ville capitale de la Martinique. Tu dis tout à l'heure, ne serait-ce que pour corriger une erreur de chiffre, tu dis 1,6 million de quorum. Ouais. Moi, je te dis que c'est 1,3 million. Eh ben, tu vois. Sur 3 ans, ça fait 3,9 millions. Eh ben oui. Croyez-en quelqu'un qui est responsable de la commission finance de la ville de Fort-de-France et qui est extrêmement bien placé pour donner des chiffres exacts qui peuvent être vérifiés. N'oublions pas très clairement la situation que vit Fort-de-France depuis des dizaines d'années. Et quand tu parles d'emprunt toxique, je te dis simplement, il ne faut pas oublier. Christian l'a évoqué, parce que Christian, c'est quelqu'un qui, comme toi, hein, mais sauf que lui, il n'est pas aussi partisan et puis il ne dévoie pas la réalité. Il ne faut pas oublier que Césaire a été mis à l'étau pendant des décennies. Jusqu'en 81. Ce qui l'a obligé à trouver des expédients financiers pour pouvoir maintenir cette ville avec la tête hors de l'eau. C'est pour ça qu'il a contracté des emprunts toxiques, parce que personne ne voulait lui prêter de l'argent. C'est pas Césaire. Je te dis que c'est Césaire. Je te dis que c'est Césaire. Non. Césaire a été obligé, pour pouvoir faire face à tous les besoins exprimés par la population, Césaire a été obligé de contracter des emprunts toxiques. J'ai des exemples et des anecdotes très précises à te donner. Nous sommes sortis d'une situation avec, tu l'as dit, 65 millions. Excuse-moi. Juste une petite info technique. Ça ne me choque pas, même qu'il y a eu des emprunts toxiques. Tous les hôpitaux, les CHU de France et de Navarre ont fait les mêmes emprunts. Merci beaucoup. Et l'État a dû
revenir au secours des hôpitaux pour les aider à financer le rachat de ces emprunts-là, de façon à ce que le risque ne soit pas trop grand, sinon ça aurait fait exploser la dette française, tu comprends, si jamais ils ne l'avaient pas fait. Donc, Dieu seul sait si les hôpitaux sont contrôlés par l'État, je veux dire. Donc les collectivités, à l'époque, personne ne savait que ces emprunts allaient... Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que les emprunts toxiques? Emprunt toxique, ça veut dire que ce sont des emprunts, ce qu'on appelle des emprunts structurés, ça veut dire que c'est des emprunts qui sont octroyés aux demandeurs, mais dans des conditions avec des taux qui sont extrêmement élevés, qui sont insupportables. Qui sont variables. Qui sont variables et qui sont insupportables pour la collectivité qui contracte ces emprunts-là. Et ça a continué à plomber la ville, évidemment, mais Césaire n'avait pas les moyens de faire autrement, parce que... C'est pas Césaire. Mais non, ne me dis pas que c'est pas Césaire. Mais non, mais tu n'es pas... Vous oubliez toujours le... Mais non, mais tu n'es pas honnête. Mais non, tu n'es pas honnête quand tu dis ça. Mais non, mais en plus, c'est la période pendant laquelle... Il fallait mettre la ville hors d'eau, il fallait apporter tous les équipements nécessaires, il fallait construire des écoles pour les enfants qui venaient de la campagne, qui venaient de Trinité, du Gros Morne, et comme moi, du Lamentin. Maintenir l'école Persainville grâce à Césaire. C'est ça qu'il faut voir. Il a créé 74 écoles dans cette ville. Où il y avait très peu d'écoles. Je rappelle que dans les années 50, la ville de Fort-de-France, c'était 50 000 habitants. Dans les années 70, c'était 100 000 habitants. Il ne faut pas oublier ça. Alors, je reviens sur la situation d'aujourd'hui, ou la situation récente. Nous sommes sortis de 65 millions d'euros de déficit, sur un budget de 200 millions à peu près. Cette dette était constituée de dettes fournisseurs, c'est-à-dire qu'on devait aux entreprises, mais surtout, c'était une dette sociale, c'est-à-dire qu'on devait de l'argent à la CNRACL, la Caisse nationale de retraite des collectivités locales, à la Sécurité sociale, à la CNAF, la Caisse nationale d'allocation familiale. Pas surtout, c'est surtout la Sécurité sociale, la CNRACL. C'était une dette sociale que nous devions donc à ces autorités-là, tout simplement parce qu'on payait le courant, c'est-à-dire les salaires, mais on ne payait pas la dette à ces organismes de retraite, d'allocation familiale, etc. Donc, il a fallu se serrer les reins, si je peux m'exprimer comme ça, pour pouvoir réussir à réduire ce déficit. La Chambre régionale des comptes, l'année dernière, la Chambre régionale des comptes nous donne un déficit de 32 millions d'euros. Michel, tu es un conseiller municipal, tu suis. 32 millions d'euros, la Chambre régionale des comptes. 2022. Le préfet corrige la Chambre régionale des comptes et lui dit non, c'est pas 32 millions d'euros, c'est 29 millions d'euros. Parce que nous avions inscrit dans notre budget 23 millions d'euros. Le préfet corrige, il dit, vous êtes à 29 millions d'euros. L'année dernière, je parle des comptes administratifs, c'est-à-dire pour que les téléspectatrices et les téléspectateurs comprennent, c'est le bilan, le résultat. Eh bien, nous tombons sur le résultat de 2023 à 11,9 millions de déficit. Oui. Approuvé par qui? Par le payeur, c'est-à-dire par l'État, par la direction régionale des finances locales. Nous tombons à 11,9 millions. Et lorsque nous établissons notre budget en 2024, nous tombons à 6,9 millions. Mais c'est prévisionnel, évidemment. Parce que c'est un budget, ce n'est pas un compte. Et nous espérons, nous avons trois choses, c'est arriver à une capacité d'autofinancement nette, alors tout à l'heure tu en as parlé, positive en 2024. Ça veut dire que nos recettes de fonctionnement, comparées à nos dépenses, nous permettront de dégager une épargne qui pourra nous permettre de payer les intérêts de la dette et le capital de la dette. De telle sorte qu'il nous reste quelque chose pour payer nos dépenses d'équipement, c'est-à-dire nos dépenses d'investissement. Le deuxième élément au compte administratif 2024 qui est projeté, c'est que nous soyons à moins de 5% des recettes réelles de fonctionnement en 2024 au compte administratif 2024, c'est-à-dire à notre résultat de 2024. À notre résultat. À moins de 5%. Oui. Non, mais j'explique. Excuse-moi, cher Charles, pour que les gens comprennent bien. Au résultat de l'année 2024, nous escomptons descendre à moins de 5% de déficit par rapport aux recettes réelles de fonctionnement. D'accord. Ça veut dire qu'à partir des résultats de 2024, approuvés en 2025,
nous ne serons plus sous la coupe de la Chambre régionale des comptes. Bon. Quand vous sortez de moins 65 millions d'euros et que vous tombez à moins 6 millions, moins de 7 millions d'euros, regardez l'écart. Et regardez l'effort qui a été fait. Alors on a beau dire, oui, mais vous avez perçu des subventions supplémentaires. Je rappelle que la dotation globale de fonctionnement que l'État verse aux collectivités a diminué depuis une dizaine d'années. Écoutez, moi j'étais directeur général de services municipaux. Je peux vous dire qu'en les années 90, cette dotation de l'État augmentait de 8 à 9% chaque année. Depuis 10 ans, ça diminue. Donc ça veut dire que la collectivité, pas seulement Fort-de-France, se retrouve en difficulté parce que ses recettes diminuent. On a beau dire qu'il y a l'octroi de mer. L'octroi de mer, c'est un impôt que nous avons payé. Nous, le Martiniquais, nous avons payé. La dotation de l'État diminue. Bon. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas méconnaître l'effort considérable qui a été fait par la ville de Fort-de-France pour pouvoir diminuer son déficit et retrouver un équilibre budgétaire. Et c'est notre objectif pour 2025. Bon. Je m'arrête là. Oui, je vais reprendre la parole si jamais il y a autre chose qui arrive. Béatrice, tu as moins 3 minutes, donc... 4 minutes 14. Ce qui le concerne. Alors, non, mais lui c'est combien, lui? Voilà, donc il a 8 minutes 14. Moi aussi, je fais les décomptes. Bon, mais c'est bien, je suis pas sûre qu'on arrive à décortiquer tout ça. On n'est pas là pour faire le débat, finalement, les débats, ni sur le compte administratif 2023, ni sur le budget primitif 2024 qui aurait pu être voté. Moi, je pense qu'il y a une vraie difficulté, de toute façon, en matière de gestion des collectivités locales. Je pense également qu'il y a des vrais défis pour la ville capitale. Et le défi, c'est en effet de retrouver des marges de manœuvre pour faire des investissements parce que la ville a besoin d'investissements. Voilà. On a besoin de nouveaux équipements, on a besoin d'aménagements, on a besoin d'équipements qui soient à la hauteur des enjeux et des ambitions qui sont celles de notre territoire. Recouvrer des marges de manœuvre sur le fait que les jeunes arrivent à rester, sur l'emploi, sur le logement, sur l'aménagement, sur ce dont on a parlé tout à l'heure. C'est indispensable. Moi, je salue quand même l'effort. Voilà, je salue l'effort. J'ai plein de critiques à faire, mais il y a un effort qui est fait, et je salue l'effort qui est fait, et je dis qu'il faut que cet effort, en effet, soit concrétisé. Il faut notamment que le budget qui a été consacré par l'impôt des Martiniquaises et des Martiniquais et des Foyalais pour mettre en place des plans de départ en retraite puisse en effet produire les effets on ne peut pas faire sortir par la porte et puis rentrer par la fenêtre. Il faut vraiment que sur les charges de personnel, ça se voit. Et puis, je vais pas... Vous voyez, je ne suis pas là pour faire du cancan. Hein. Il y a des histoires en cours, notamment des histoires judiciaires. Il y a également des histoires de primes et d'indemnités qui auraient été versées, qui ne sont pas toujours très nettes. Il faut qu'on arrête avec ça. Voilà. Je le dis, il faut qu'on arrête avec ça. Sur ce genre de choses-là, il faut qu'on arrive à être impeccable pour que justement, très rapidement, dès la relève politique, arrive à trouver des marges de manœuvre et arrive à faire de cette ville une ville qui correspond aux villes de cette dimension et des enjeux qui sont ceux de notre zone caribéenne, parce qu'on ne peut pas se vanter d'avoir des bateaux qui arrivent et puis un centre-ville parfois dans un état qui n'est pas un état qui n'est pas à la hauteur de ce que l'on pourrait attendre, très sincèrement. Voilà, donc je m'arrête là. Merci beaucoup. Christian, 2 minutes s'il te plaît, pour compléter ton propos. Parce que la dimension historique est quand même importante. Hein. Voilà, moi je suis encore sur des questions de principe et de justice, quoi. J'aimerais plutôt poser des questions. Je pense qu'on souffre en Martinique d'une chose, et c'est général, c'est la capacité de distinguer entre nos débats politiques, des divergences politiques même, de façon respectueuse. Ah oui. Distinguer entre nos débats que nous devons mener au titre de la liberté de penser, des engagements, des orientations politiques de chacun et tout, et puis distinguer ça et l'intérêt collectif de la population martiniquaise. Et je serais tenté de demander à mon camarade, c'est un camarade que j'apprécie beaucoup pour ses grandes capacités intellectuelles et pour tout ce que nous avons
fait ensemble sur des années, je parle de Michel. Et puis aussi parce que c'est un karatéka extraordinaire et que moi, j'étais tellement incapable de ce genre de choses que j'étais en admiration pour tous ces mecs qui avaient ces dons. Je demanderai à Michel, est-ce que tu es sûr, c'est une question plutôt, est-ce que tu es sûr que la majorité à laquelle tu as appartenu à des moments, à la région et à la CTM, a tout fait pour aider la ville de Fort-de-France, fait tout ce qu'il aurait pu faire. Tout à fait. Quand moi j'ai entendu parler de la suppression des subventions pour la CISE, par exemple, qui était quand même la seule association qui travaillait, qui avait le courage d'essayer de réinsérer les SDF de la ville, quand je me suis rendu compte, mais de loin, parce que j'étais très pris ailleurs et je n'avais pas le temps de regarder ces choses-là, mais que pour soi-disant économiser sur le chantier du TCSP, tout ce qui était espace vert, sur tout le boulevard de Sainte-Thérèse a été sucré pour essayer de grignoter quelques machins, quelques milliers d'euros, et qu'aujourd'hui on se paye un soleil invraisemblable sur toute la longueur de Sainte-Thérèse, parce qu'on a fait bétonner cela. Je parle de la présidence de la CTM au moment où la première présidence de la CTM. Je trouve que c'est aller loin dans la cancanerie martiniquaise, ne sachant pas distinguer l'intérêt des Martiniquais. Qu'est-ce que ça aurait été s'il y avait tous les 50 mètres des palmiers ou des arbres sur toute la longueur de Bishop? C'est un petit exemple que je prends, mais pour montrer jusqu'où peut aller la mesquinerie quand on est au pouvoir et qu'on ne veut pas forcément aider une collectivité qui appartient à juste une petite précision. Non, tu vas répondre. Juste 2 secondes, parce que je veux rebondir sur ce que Christian disait. Michel, j'ai entendu parler aussi de la CISE, mais j'ai aussi entendu parler du financement des feux d'artifice de fin d'année. Alors maintenant, je te donne la parole, et puis ensuite tu vas conclure. Non, mais juste pour apporter une précision par rapport à ce que Christian a dit. C'est que, vous savez, j'ai terminé ma carrière à la préfecture. Bon. Et nous avions des réunions de direction avec le préfet ou avec le secrétaire général une fois par semaine, tous les lundis matins. Eh bien, j'ai assisté à une scène particulière. Le sous-préfet à la cohésion sociale qui a vociféré, qui est sorti de son devoir de réserve en disant « Mais je ne comprends pas comment la CTM de Marie-Jeanne a supprimé les subventions de l'assise. Je ne comprends pas. Alors c'est l'État qui va payer alors. » Le gars est sorti de son devoir de réserve. C'était juste pour justement appuyer ce que tu viens de dire. C'est pas en faire. Alors, Michel, 2 minutes. Alors, très formellement, je dément cette accusation. C'est une question. Bon, je trouve. Attendez. Il se trouve. C'était une question, effectivement. Il se trouve que le PPM a des relais dans les moyens d'information et que ce qui est une accusation devient une certitude au bout d'un certain temps. C'est faux. Les subventions de la CIS n'ont jamais été supprimées. De la même manière, les subventions au carnaval n'ont pas été supprimées. Les subventions aux feux d'artifice de Fort-de-France n'ont pas été supprimées. Bon. Et tout ça, c'est pour masquer... Attends, Michel, réponds-moi à une précision. Tu as peut-être raison, mais j'ai entendu dire qu'elles ont été supprimées et qu'à cause du tollé que ça a soulevé, y compris les critiques, donc dans les réseaux sociaux publics et tout, que les subventions, je ne sais pas si c'est quelques mois ou un an après, ont été réinstallées. Mais non, mais les exemples sont nombreux. Michel, les exemples sont nombreux. La 7e s'est retirée du capital de la SOAM. Je maintiens ce que je dis. Le responsable des affaires sociales à la CTM, c'était d'ailleurs Francis Carole. C'était absurde, parce que Francis Carole étant en même temps conseiller municipal de Fort-de-France, ce serait lui-même se tirer une balle dans le pied. Il était dans l'opposition. Mais il est dans l'opposition. Non. Allez, conclue, s'il te plaît, parce qu'on va passer à 2 minutes. Alors, 2 petites précisions, parce qu'on pourrait... Bon. Moi, je reviens sur la dotation globale de fonctionnement. Oui, la dotation globale de fonctionnement a diminué pendant toute la période de Hollande. Dotation de l'État. Dotation de l'État. Oui. Pour que les gens comprennent. 2 ans, 3 ans, elle ne diminue pas. Elle n'augmente pas, mais elle ne diminue pas. Par contre, nous avons toujours dit dans l'opposition que nous soutenons la municipalité quand elle demande à l'État d'accomplir ses obligations à l'égard des collectivités. Bon. Et d'ailleurs, il se prépare un mauvais coup. Monsieur Cazenave est venu ici faire passer la pilule amère qui consiste dans les 10 milliards d'économies de 2024 et les autres 10 milliards qu'il va encore enlever en 2024,
eh bien, il y a la baisse des dotations globales de fonctionnement des collectivités. Hein. Bon. Et puis, il y a aussi un coup de jarnac concernant l'octroi de mer. Bon. Alors, s'agissant de l'objectif de rétablir les comptes, mais très bien, nous partageons cet objectif parce que, effectivement, beaucoup de chantiers à Port-de-France, notamment, je peux donner les chiffres, hein, les budgets d'investissement ont été massacrés ces dernières années. Bon, par conséquent, si on peut rétablir la capacité d'autofinancement et par conséquent reprendre les chantiers qui ont été arrêtés, bon, au passage, je dis quand même que parmi ceux qui aident à l'heure actuelle la ville à remonter, à améliorer sa situation, il y a la CTM. Hein. Bon, voilà. Il y a la CTM. Alors, après 6 années de disette sous notre mandature. Bon, maintenant, on va non. Ça c'est une calomnie. C'est une calomnie. On va passer à l'autre sujet. En tout cas, bon, on a compris que c'est un sujet passionnant, mais quand on parle de chiffres, forcément... on perd les gens. Voilà, on perd les gens et puis c'est très technique. Alors, un sujet un petit peu plus... on va dire, plus terre à terre, plus concret, hein, excédé par les conséquences de la crise de l'eau, les citoyens impliqués dans la vie de Shellshare ont signé vendredi un courrier adressé à plusieurs responsables politiques, donc avec en tête le président de la CACEM, le président de Cap Nord, le président de l'Espace Sud, le président du Conseil exécutif, le président de l'Assemblée de la CTM. Et donc, je vous lis le début. Nous, citoyens impliqués de Shellshare, constatons que la situation de l'eau est particulièrement critique en cette période de carême sur notre territoire, inhérente à de graves dysfonctionnements sur les conséquences économiques et sociales négatives qui induisent les atteintes aux droits et à la santé, à l'éducation et à un environnement sain. Voilà. Donc, je souhaiterais aussi préciser, toujours à propos de Shellshare, parce qu'il y a un autre thème sur Odyssey, qu'il y a environ 6000 mètres cubes d'eau qui sont attendus pour la consommation des habitants de Shellshare et qu'avec la pénurie de l'eau, ces 6000 mètres cubes n'arrivent pas à être récupérés par la rivière Didier. Donc, vas-y Béatrice. Non, moi j'allais proposer surtout qu'on puisse en faire un seul et même sujet. Ben oui, pourquoi pas. Parce que c'est lié. Alors le deuxième sujet, effectivement, c'est les responsables de la régie de l'eau d'Odyssey ont tenu à faire une sérieuse mise au point ce jeudi après-midi 25 avril face aux attaques que subit l'opérateur depuis plusieurs semaines en raison des difficultés de la distribution de l'eau. Effectivement, pourquoi pas. Et là, le chiffre que je voulais apporter, c'était qu'il y avait 1 milliard de mètres cubes qui coulaient en Martinique, 90% sur les eaux de surface, et que la consommation, c'était 6% de ce milliard-là, c'est-à-dire 60 millions de mètres cubes pour la consommation des Martiniquais, donc 6% de l'eau de surface. Donc effectivement, c'est un problème qui revient. Alors Christian, je te sollicite d'abord, s'il te plaît, pour pareil 4 minutes. Ça sera rapide. Hein. Je vais peut-être intervenir plusieurs fois. Oui. La première chose, c'est que, encore une fois, je garde ma manière de penser, je ne comprends pas comment le président d'Odyssey fait une mise au point, comment après Cap Nord on fait une mise au point, en plus des gens qui appartenaient, me semble-t-il, au même courant politique, même majorité lors des précédentes élections, au lieu de s'asseoir à la même table, d'étudier, de voir les problèmes techniques qui se posent, donc soit d'insuffisance de la ressource, enfin pas de la ressource absolue, mais de la ressource disponible dans un certain contexte pour servir l'ensemble de la Martinique. Et décider ensemble, vu les capacités que nous avons, quelles priorités et comment nous gérons pour que l'ensemble de la population soit traitée de la même manière. Parce qu'il n'y a pas de raison de mettre cela en pénurie pendant X semaines et puis les autres n'ont jamais de coupure, etc. Donc il y a quand même une manière de fonctionner. Ça, c'est sur la photographie actuelle. Ensuite, sur le problème lui-même, le fond. Il y a 3 questions, en fait, me semble-t-il. Je ne suis pas spécialiste de l'eau, mais vu ce que j'ai observé d'un peu près, il y a des puits à Shellshare. Et ces puits, ils ont été faits depuis un certain nombre de temps. À l'époque où j'étais, même pas à l'ARS, mais à DSDS, donc c'est jusqu'avant 2010, les puits étaient étudiés, ils ont été faits, réalisés, pour produire la moitié de la capacité de la consommation d'eau des Shellsharois.
pourquoi aujourd'hui ces puits ne sont pas raccordés alors que l'eau est là et disponible? C'est que, encore une fois, la programmation, la prévision, la mise en commun des moyens de la CACEM, de la CTM et de la ville de Shellshare n'ont pas été réalisés pour pouvoir faire l'adduction et faire que la population soit servie. Donc c'est un manque de prévision, d'anticipation, de programmation dans l'intérêt de la population. Et c'est parce que chacun regarde au bout de son nez ou de son nombril et ne se rend pas compte que le temps passe et qu'il pénalise la population. Il y a un deuxième problème, c'est, je constate avec l'examen qui a été fait, la réunion qui a été faite, qu'il y aurait une source qui alimente le Nord Caraïbe et qui arrive sur la route du Nord Caraïbe et les tuyaux n'arrivent pas jusqu'à Shellshare ou ne sont pas connectés avec les autres tuyauteries de la Martinique. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi? C'est la même problématique quand j'ai fait un texte sur les 10 thèses pour développer la Martinique, où il y avait, je disais qu'il fallait des plans glissants, mais continus sur des questions d'équipement fondamental comme le transport et tout ça. Pourquoi, même si on n'a pas les capacités de le faire, pourquoi on n'investit pas année après année pour mettre un minimum de connexion qui permette de distribuer l'eau comme il faut? Bon, je ne développe pas sur les questions de responsabilité unique. Ensuite, Vivey en panne. Vivey serait en panne. Bon, Vivey tombe en panne comme ça, régulièrement. J'ai l'impression que Vivey ne fonctionne jamais plus d'un an ou deux en permanence sur ses capacités. Mais pourquoi? Il y a quand même un problème de surveillance de cette usine et de prévoyance, encore une fois. Je l'ai visité de fond en comble, avec des jeunes qui étaient là, qui sont hyper formés, diplômés, etc. Mais encore une fois, la programmation et l'anticipation. Ok, très bien. Merci beaucoup. Donc, Michel, ton sentiment là-dessus? Alors, il y a beaucoup d'aspects techniques dans ce dossier. Moi, ce que je constate, moi, personnellement, c'est que le problème qui est particulièrement difficile à Shellshare, au François, au Lamentin. Bon. Alors, la polémique Odyssey, qui fait partie, dont le président fait partie, du même parti que... Ouais, mais c'est pas la peine, Michel. Ah. Mais non. Prends un peu de hauteur. Je prends de la hauteur. Ah oui. Odyssey dit le problème serait résolu si on augmentait la capacité de Vivey. Et j'ai là un communiqué de la CTM, 1er mai. Le 1er mai, le président de la CTM est au travail. Hein. Et il dit non, on a arrêté les travaux à Vivey. Et Vivey convient parfaitement à la demande. On avait des travaux d'entretien et de réparation qui ont été arrêtés parce que, justement, pour ne pas pénaliser pendant la période de carême, et on va reprendre les travaux au moment de l'hivernage. Vous avez compris, je n'ai pas dit l'été. Hein. Non. Heureusement. Au moment de l'hivernage. Bon, c'est ça, vous l'avez dit. Hein? Oui. Bon, c'est un bon Martiniquais quand même. Bon. Alors, et troisièmement, il y a en plus une réponse de Cap Nord aujourd'hui dans France Antilles. Bruno Nestor Azero dit ah non, Shellshare n'a jamais demandé le raccordement à Cap Nord, etc. Bon. Alors, nous voilà donc devant un salmigondi invraisemblable, mais le fond du problème, c'est que pendant des années, on a fait croire aux Martiniquais que le déficit en eau venait de Vivey, alors qu'en réalité, le problème, c'est qu'on ne fait pas, on n'utilise que les eaux de surface, on n'utilise pas les captages, on ne répare pas suffisamment les réseaux avec les fuites, et ce problème-là est un problème essentiellement de financement. L'estimation que j'ai quand j'étais à la CACEM, c'est que
la réparation, la mise aux normes des réseaux, des tuyauteries pour supprimer les fuites, c'est estimé entre 400 millions et 600 millions. Oui, mais Et la question c'est pourquoi. Voilà. Question c'est pourquoi. On ne peut pas dire ça comme ça. La question c'est pourquoi. Il y a Pourquoi pas eu d'entretien. aujourd'hui on est dans cette situation-là Il y a pas eu alors que les d'entretien. firmes multinationales ont eu toutes les recettes qu'il fallait pour réparer. On le sait. Je te réponds, C'est ça, la question. on le sait. Ça a été écrit dans le rapport de la Chambre régionale des comptes. On sait que la SME, filiale de la multinationale Suez, Voilà. qui est le numéro 1 ou numéro 2 mondial du contrôle de la distribution de l'eau, notamment en Afrique, eh bien, Suez n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Très bien. Voilà. Je donne la parole à Raphaël. Tu as fait 4 minutes pile poil. Ah, très bien. Raphaël. Il me met la pression. Ouais, je vais te faire. Bien. Moi, c'est l'interconnectivité des réseaux sur le pays Martinique. C'est là le problème. Je dis ça parce que je tiens du directeur d'Odyssey, premièrement, qui dit il n'y a pas de problème de ressources en eau dans ce pays. Il n'y en a pas. À partir du moment où on dit ça, enfin moi je lui fais confiance. Bon. Mais je lui fais d'autant plus confiance que j'entends lors d'une réunion donc publique l'ancien maire du Morne-Vert, c'est-à-dire Lucien Salibert, qui est aujourd'hui président de l'Assemblée territoriale, qui dit messieurs, m'en pas qu'à comprendre, mani de l'eau à ne pas savoir qu'en faire, Morne-Vert, et puis le sud en sécheresse, pas ni de l'eau. Ça veut dire que véritablement, cette ressource existe dans le pays. Il suffit simplement, effectivement, qu'on réfléchisse à comment faire pour connecter les réseaux et surtout permettre à ceux qui n'en ont pas d'en avoir. La source Maurestin, qui se trouve à Morne-Rouge, alors il ne faut pas oublier l'histoire, c'est que Morne-Rouge avait un réseau spécifique à Morne-Rouge. Comme beaucoup de villes. Avec un tarif qui était beaucoup plus bas. Non, il n'était ni dans aucun syndicat. Morne-Rouge n'était dans aucun syndicat. Ah, aucun. d'accord. Ni SSNO, ni SNA, etc. Morne-Rouge avait son réseau. La source Maurestin. Cette source Maurestin qui a été visitée par le président de l'Espace Sud, par le président de Cap-Nord, par le président de la CACEM. J'étais moi-même présent. Je n'ai pas visité la source, mais j'étais dans les parages, en réunion à Saint-Pierre. Tout le monde a visité cette source-là, pour dire que cette source pourrait permettre effectivement d'alimenter la totalité du Nord Caraïbe et plus que ça. Et je rajoute que la CACEM est en train de faire des forages du côté de Cœur-Bouliki, donc va chercher de la ressource en profondeur pour pouvoir permettre au périmètre de la CACEM d'être alimenté. Pourquoi? Parce que en période de sécheresse, Didier et la Durand ne permettent pas d'alimenter, notamment Chelcher et probablement Lamentin et Saint-Joseph. Ne pourraient alimenter que Fort-de-France. Donc ça veut dire que les 58 000 mètres cubes nécessaires par jour pour alimenter l'ensemble du périmètre communautaire CACEM, eh bien, on peut les trouver à partir du moment où il n'y a pas de sécheresse. À partir du moment où il y a de la sécheresse, il va manquer plus de 11 000 mètres cubes par jour si on ne peut pas compter sur, les forages. Non seulement les forages, mais une alimentation venant par exemple du Nord Caraïbe, je parle en particulier de la source Maurestin. Très bien. Donc, ça veut dire que l'autorité unique de l'eau et de l'assainissement est d'actualité, mais de manière cuisante, avec une acuité terrible. Ouais. Je dis ça parce que je sais qu'il y a des détracteurs. Il y a des gens qui disent « ça n'a pas qu'à servir à rien, pourquoi on peut… » C'est vrai, sauf que intervenir là maintenant, on peut intervenir maintenant, c'est vrai. Revenir sur les réseaux, c'est 400 à 600 millions d'euros, tu viens de le dire, c'est une exactitude, c'est exact. Il faut les trouver. Je rappelle que le TCSP a coûté 400 millions d'euros. Donc il faut trouver cet argent. Les fonds européens. Des fonds européens, bien sûr. Bien sûr, mais il n'empêche qu'il faut les trouver. Sans compter
Sans compter tous les besoins qui sont exprimés par la population par ailleurs. Je veux parler du transport ou du déchet. Il ne faut pas oublier ça. Très bien, pile poil 4 minutes, bravo. Ah ben voilà. Donc, voilà. Béatrice, s'il vous plaît, on reste concentré. Béatrice a proposé de regrouper les deux thèmes, donc pour l'instant, sur la partie relative, évidemment, à la mobilisation. Je pense qu'il faut une vraie mobilisation des citoyens, parce que franchement, sans vrai concours macaquerie, ça fait de l'hôtel. Alors, comment on peut se permettre de dire que la ressource est suffisante et puis comprendre que les gens se retrouvent privés d'eau pendant 3, 4, 5 jours? La réalité, elle est où? Alors, j'appelle coucou Dany, qui doit bouillir de ne pas être là, mais que je remercie, qui d'ailleurs a fait une tribune et qui m'en apprend sur l'eau et que je vais confirmer par des personnes qui, à l'époque, notamment à Schellcher, ont travaillé sur l'eau avec la SOR, je crois que c'était... La SOR. Hein? D'accord. Bon. Il y a différents... Donc, on salue la mobilisation citoyenne, parce que si on mettait un tout petit peu plus la pression, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Alors, en Martinique, nous n'y moun qui a dit « Ah oui, t'as la pâté lait, donc moi c'est moi qui nie de l'eau, les moun du Sud nique. » Mais quand même. Aujourd'hui, on en est là, de dire « Ah, les gens du Nord, ils ont de l'eau, donc on va pas la donner aux gens du Sud. » On en est là, on en est à dire que c'est parce qu'on pompe pas suffisamment. Mais c'est parce qu'on pompe pas suffisamment. Messieurs, vous le savez, sur le centre, sur 50 litres qui partent, il y en a la moitié qui est dans la nature, avec tout ce que ça génère en plus de risques d'instabilité pour nos sols. C'est ça la réalité. Sur 20 millions à disposition à l'ODE, le président, heureusement d'ailleurs, de la CTM l'a dit lors de la dernière réunion technique, on devait en parler la semaine dernière, on n'en a pas largement parlé. Sur les 20 petits millions qu'il y a de disponibles, il n'y en a que 3 millions qui ont été utilisés. Tu poses la question, Christian, pourquoi on est comme ça? Parce qu'on n'utilise même pas l'argent qu'on a pour commencer à faire des travaux. L'idéal, là, c'est quoi? C'est de mettre des instrumentations pour voir où sont les fuites et puis commencer à les réparer. Commencer. Bien sûr que l'on sait que la source Maurestin a plus de 15 millions de mètres cubes. Bon, mais qui est pompé avec une petite pipette, donc il faut agrandir les tuyaux. Et puis si le centre prend en les Maurestin, eh bien, Ionic a payé l'investissement. Comme ça, il y aura plus d'investissement. Mais il faut qu'on dépense l'argent. Sur le dernier PO, Programme opérationnel, fonds européens, Michel Branchy vient de le dire. Il y avait 50 millions pour faire des travaux sur des réserves. Je vous le donne en 1000. Donc le dernier programme, c'est 2014-2021. Donc, mais je pose quand même la question, notamment à Michel. Vous savez combien on en a dépensé? Combien on a fait de réserves? Allez, donnez-moi un chiffre. Ah ben oui, c'est normal, il n'y a pas de chiffre, c'est 0. Ouais. Alors, il faut que nous arrêtions de faire macaquerie en les bagaïtala. Alors oui, peut-être il faudra aussi surveiller la SME, il faudra surveiller nos établissements publics. 55 millions d'impayés à Odyssey, messieurs. Et on se demande où est l'argent. 55 millions de factures pas payées, de monde qui pas qu'à payer de l'eau. Et on se demande où est le problème, où va l'argent. On sait aussi qu'il y a peut-être, probablement, des petites difficultés en matière de probité chez certains. Et on surveille la SME sur son financement, sur les financements qu'elle peut faire. Mais on doit aussi 20 millions à la SME. Va falloir qu'on sache comment se fait-il d'ailleurs que l'on paye une contribution, notamment à Odyssey, pour financer l'ODE, et que pourtant l'ODE affiche un déficit de paiement de cette dotation. Non, messieurs, non, il va falloir qu'on s'assied très clairement, mais qu'on dise la vérité, et puis qu'on règle les vrais problèmes. Et là, on aura un peu plus d'argent, on aura un peu plus de moyens. Et puis, pareil, tout à l'heure, on parlait de la ville. On va nous dire aussi, là, que c'est parce qu'on a dû recruter tout le monde. Mais vous savez qu'il y a plus de 300 salariés. Les pauvres, je tiens à le dire, parce que ce sont des collègues territoriaux. Il y a des gens qui se sont donnés corps et âme à Odyssey,
qui ont tout donné pour cette structure, qui ont adoré leur métier, qui ont adoré faire de l'assainissement et de l'eau. D'accord ? Mais qui aujourd'hui se retrouvent avec un outil qui est abîmé par des arbitrages politiques qui ont été mauvais. Il y a plus de 300 salariés, il y a un ingénieur travaux, alors que tout ce qu'il nous faut, c'est faire des travaux. Il y a un ingénieur travaux. Alors, excusez-moi, mais la prime à la médiocrité, il faut qu'on arrête de la donner. Maintenant, peut-être qu'il va falloir un établissement public, mais j'espère qu'à la tête de cet établissement public et dans la vision qu'on va avoir sur cet établissement public, on va avoir aussi une exigence, encore une fois, de qualité. Ça suffit. Merci beaucoup, mais j'ai entendu Michel et Béatrice écorcher la SME. Je lis mes recherches. Après avoir fourni l'eau à Espace Sud, la SME vend l'eau 3 fois son coût de revient à la CACEM. Et Poutine nous a accepté ça. Ben voilà. C'est ça, en fait. Bon. Ben parce que la SME refuse de te donner de l'eau. C'est lui qui te vend l'eau. C'est à ou c'est à la SME? Ah. Bon, alors nous, ni des contrats, faut qu'on arrête. N'oublie Il y a pas. des contrats. Tu es un technicien administratif comme moi, il y a des contrats. Eh bien qu'on aille chercher la SME sur toutes ces déficiences en matière contractuelle. pas. Et notamment les 200 millions d'investissements qu'ils n'ont pas fait pendant des années. Eh bien, mais oui. D'accord? Voilà. Il faut aller les chercher sur leurs défaillances. Et puisque Yoka prend avocat blindé, eh bien nous qu'à prend avocat aussi. Tout à fait. Voilà. Nous avons des élus présidents du conseil. Excusez-moi pour ça, Non. mais pour moi c'est aussi important que le transport et tout ça. Alors, Petite Michel pause. et puis Raphaël ensuite. Oui, je disais que dans ce parti de ping-pong où chacun essaie de défendre, alors aujourd'hui dans France Antilles, il y a une intervention maintenant de Cap Nord. Alors je lis un extrait à propos de Shell. Actuellement, la source Maurestin, située au Mont-le-Rouge, est la seule source du Nord, techniquement susceptible d'alimenter la commune de Shell. Avec un débit de 4700 mètres cubes jour, elle dessert à elle seule tout le Nord Caraïbe et une partie du Nord Atlantique. Ainsi, 70% de la ressource est déjà mobilisée par Cap Nord, alors que Shell en réclame près de 50%. Nous ne pouvons fournir ce que nous n'avons pas, martèle à son tour le maire de Bellefontaine, Félix Sismin. La source Modestin date de 1873, intéressant, et nécessite de gros travaux de confortement et de modernisation. Tout à fait. Quand ce sera fait et qu'elle produira à pleine capacité, nous pourrons réenvisager la distribution à Shell, assure Marc-Michel Déo, directeur de l'eau et de l'assainissement à Cap-Nord. Voilà. Bon, Raphaël. Oui, mais Le mot bon, de la fin, c'est la manière. moi, je voulais- C'est la manière de dire les choses. Nous n'avons pas d'eau, on ne peut pas vous donner de l'eau, etc. Mais la solution, c'est quoi? La solution, c'est, puisque Didier et la Durand ne peuvent pas permettre d'alimenter Shell, c'est effectivement d'aller puiser dans le directoire et Rivière-Blanche. Puisque... Boucher les trous. oui, bien sûr. Non, mais oui, mais c'est la base. mais nous C'est sommes très d'accord sur ça. Tout le monde est d'accord sur ça, sur le fait qu'il faut effectivement boucher les trous, comme tu dis. C'est clair. Mais sauf que ça coûte 400 à 600 millions d'euros, il faut les trouver. Et ce que je dis, c'est qu'il aurait fallu aller chercher ça, aller chercher l'eau de la rivière Blanche, le captage de rivière Blanche, ainsi que l'unité de production du directoire, ce qu'on appelle le directoire, à Saint-Joseph. Sauf qu'aujourd'hui, c'est la SME qui est en quelque sorte gestionnaire de ce captage-là et de cette unité de production. Nous avons évoqué ça ici il y a quelques émissions. Il y a eu une décision de la part de la Cour administrative d'appel de Bordeaux qui attribue l'usine et le captage à la CACEM. Voilà. Estimant que le directoire et Rivière Blanche produisaient plus que de besoin pour le Sud. Et la SME te dit, voilà, moi je vous vends l'eau à plus de 50 centimes le mètre cube. 3 fois, tu l'as dit tout à l'heure, 3 fois le prix de revient, le coût de revient 3 fois. Donc ce qui fait que Odyssey est obligé d'acheter à ce prix-là, parce que sinon Odyssey est privé d'eau. Et que fait la CACEM? La CACEM est obligée de fournir des crédits, d'attribuer des crédits à Odyssey pour payer. C'est ce dont il s'agit aujourd'hui. D'accord. Donc, le préfet décide, parce que
la décision du tribunal, enfin de la Cour administrative d'appel de Bordeaux est tombée et dit au préfet, écoutez, monsieur le préfet, revoyez votre copie en quelque sorte. C'est exactement ça. Revoyez votre copie et réattribuez, faites une nouvelle répartition. Sauf que le préfet dit, je fais une nouvelle répartition, mais à partir de 2027. Voilà. Donc nous qu'apprend fait toujours dans le périmètre de la CACEM. Christian, tu voulais réagir, puis on change de sujet. Oui, Merci d'avoir donné cette précision. Non mais juste parce que je dis que tout se tient, quoi. Tout se tient. Je rejoins ce qu'a dit Béatrice, mais il faut colmater les brèches, c'est-à-dire boucher des trous. Mais on ne va pas dépenser les 400 millions d'un coup. Mais il faut quand même avoir un planning et puis être volontariste et investir un minimum chaque année pour améliorer la situation et pas de dire... La 7e met 50 millions, plus de 50 millions sur 2 ans dans l'immédiat. Donc dans l'immédiat, effectivement, on a l'idée. Ensuite, il y a, il me semble, cette source, j'en ai entendu parler, Maurestin, qui est, tu vois les tuyaux qui s'arrêtent à un moment donné. Connectez-moi ça et puis allez aussi chercher les fameux puits de trucs. De chercheurs. Donc au moins ça, à court moyen terme, ça peut être réglé avec une volonté massive, enfin une politique volontariste des 3 collectivités concernées. Bon. Ensuite, moi, quand je vois ce qui se passe ailleurs, parce qu'il faut regarder ce qui se passe ailleurs quand même, je vois ce qui se passe à Cuba. Je prends l'exemple de Cuba, beaucoup en matière de santé et de gestion de l'eau. Je vois que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, mais on ne va pas utiliser l'eau potable pour faire un certain nombre de choses qui n'ont pas besoin d'eau potable. Pour dépenser moins d'eau, en fait. Et ils ont équipé... On pourrait subventionner avec un plan Europe, État et les collectivités martiniquaises, les ménages pour qu'ils aient des citernes là où c'est possible, pour qu'ils n'utilisent pas l'eau potable pour les WC, la vaisselle, enfin un certain nombre de choses, déjà. Ensuite, chaque région, est-ce qu'elle ne pourrait pas avoir des bassins de rétention suffisants pour que tout ce qui est agricole n'utilise pas du tout l'eau potable? On avait 50 millions de fonds européens, on les a pas dépensés. C'est tout qui se tient, et c'est parce que tout part, parce que finalement, on a... Mais dans les conseils d'administration des fameuses multinationales, là, il y a des élus quand même, qui sont souvent présidents de ces machins-là. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse laisser une multinationale dire aux Martiniquais, je vais prendre dans votre poche plus de 3 fois le prix de revient. Je vais prendre dans votre poche ça pour mes intérêts, parce que quand j'ai mon siège social à droite, à gauche, je ne suis pas en mesure de contrôler, moi, Martiniquais, ce que vous faites de la recette avec ce fric-là. C'est un scandale. Donc, Béatrice, un mot, puisque tu voulais réagir, non? Oui, juste pour dire quand même, encore une fois, bon, voilà, aujourd'hui, à Fort-de-France, on perd l'équivalent en eau de la fourniture d'eau pour Schellcher et Saint-Joseph tous les jours. C'est ça, notre réalité. Donc, j'essaye d'être très pragmatique. Il y a un peu d'argent. Utilisons-le déjà pour boucher nos trous. Et puis, faisons ce que nous ne savons plus faire, et ça, c'est vraiment dommageable. On ne sait pas le faire, et je salue d'ailleurs encore une fois le camarade Dany Chaumet avec lequel j'ai des discussions ardues sur les questions, mais on doit faire de la programmation, on doit faire de la programmation dans le temps, sur ça, sur l'aménagement, sur le transport, mais c'est quoi? Oui, des vrais plans, la planification, d'accord, mais bien sûr qu'on doit faire de la planification, évidemment qu'on doit anticiper dans le temps, et puis il faut arrêter de faire croire qu'on a des coûts à faire et que les seuls coups à faire, c'est le truc unique, le machin unique, c'est les ambitions que l'on doit matérialiser et le fait de remplir nos objectifs à chaque fois qu'on se les fixe. Bon, alors, merci à vous tous pour le débat passionné. On aura compris que la SMN n'a pas le beau rôle. C'est multinational, il n'y a pas là pour faire nous plaisir. On sera attentif. Là, par contre, le temps qui nous est imparti s'achève, donc on aura chacun 1 minute 30 pour les thèmes suivants. 6 agents du CH de Martinique contestent leur radiation devant le tribunal administratif. Béatrice, je pense que ça te parle, rapidement. Alors, il y a eu en effet un recours qui a été formulé, là, ça a été analysé le 29 avril. Je sais qu'il y avait donc des agents qui s'étaient mis en droit de retrait, considérant évidemment que la capacité de choisir ou pas la vaccination leur avait été retirée, donc ils ont estimé qu'ils avaient cette possibilité d'utiliser ce que le droit permet, c'est-à-dire le droit de retrait. Alors le droit de retrait, c'est cette capacité qu'a un agent public de se retirer
quand il est en situation de danger grave et imminent. Bon. Le tribunal l'employeur a décidé en finale de compte du licenciement et évidemment de la radiation, ce qu'on appelle la radiation des cadres de la fonction publique hospitalière, et donc ces personnes-là demandent leur réintégration. Alors c'est une affaire en cours, donc c'est interrogeté. Voilà. Néanmoins, ça réinterroge évidemment ça réinterroge. Non, mais ça réinterroge évidemment sur la situation qui a été la nôtre. Moi, je le dis très sincèrement, je l'ai redit. Il y avait à convaincre plutôt à un moment précis de cette histoire médicale, il y avait à convaincre plutôt que de contraindre. Et il y avait une situation singulière en Martinique qui était que malheureusement, ou heureusement, il y avait 80% de la population de toute façon qui était dans la même situation que nos soignants. Et nous avions la possibilité de faire le choix solidaire, de vivre et d'assumer nos choix, bêtes ou pas. Mais je crois justement que la responsabilité passe par là. La responsabilité passe par aussi l'usage d'outils politiques qui soient adaptés aux situations particulières. Donc j'espère que des solutions, malgré tout, seront trouvées. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de soignants, d'accord ? 2, l'obligation vaccinale n'existe plus aujourd'hui. Donc il faut une solution. D'accord, très bien. Michel, qui n'est pas d'accord. Oui. Vas-y. Bon, d'abord, on a... Le CHU a continué à piller ces gens, les a avertis. Donc l'employeur n'a pas appliqué le couperet. Et je vous répète que la demande a été rejetée. Okay. Bon, sur le fond, pendant qu'on incendiait des centres de vaccination, des pharmacies, et les pharmacies. les pharmacies, à côté de nous, à Sainte-Lucie, on suppliait l'oncle Sam d'envoyer des vaccins Pfizer à Sainte-Lucie. Alors, je pense aussi que la responsabilité martiniquaise. Je suis venu ici pendant cette période. Je me suis fait photographier pendant que je me faisais vacciner. J'ai publié la photo dans le journal de Justice. Je pense qu'il y a un moment donné, être responsable, c'est pas de suivre. Même si la majorité se trompe, le leader, ceux qui veulent donner la direction à notre peuple de sortir de l'obscurantisme, eh bien, l'OMS vient de dire qu'il y a des 140 millions de personnes ont été sauvées par la vaccination. Nous allons publier cette information de Justice la semaine prochaine. Il faut donner à la population martiniquaise une éducation scientifique. Bon, voilà. Tu vas intervenir en dernier. En dernier, bien sûr. Raphaël. Il faut mieux qu'il intervienne en dernier. Scientifique. Alors, Raphaël. non, mais il y a un copain infirmier qui m'a envoyé quelques éléments d'information là, aujourd'hui, hier d'ailleurs. Moi, ce que je dis, c'est que ces personnes ont fait jouer leur droit de retrait alors même que l'exigence de vaccination avait été levée. Ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu envie de réintégrer leur administration hospitalière. Ils sont restés chez eux en disant « Oui, on m'oblige à me faire vacciner alors que je ne veux pas. » Alors qu'il aurait fallu simplement réintégrer. On ne t'oblige plus à te vacciner. Tu peux réintégrer ton poste. Pourquoi tu ne le fais pas? Tout à fait. Alors reprends ça. J'avais parce pas que cet élément. j'avais pas cette Mais oui, bien tu sûr. peux reprendre s'il te bien plaît. sûr. Et Le droit de retrait Oui. a été Maintenu, alors. activé par les personnes bien concernées, sûr. Oui, oui. alors même que l'obligation vaccinale avait été levée. D'accord. Tu n'étais plus je obligé n'avais de pas te ça. faire vacciner pour entrer à l'hôpital. Enfin, je parle sur contrôle de question. Le mais CHU a continué à les payer. bon, D'accord. donc tu vois. Donc maintenant, tu introduis un recours, un référé pour te faire réintégrer. Mais franchement, là, il faut faire attention à ce que tu fais. Tu es un homme responsable ou une femme responsable, donc tu te dois, évidemment, d'assumer des responsabilités. Très bien. Ben, Voilà. La précision était 2 points. Voilà. Alors,
Christian, maintenant, c'est la parole. Oui, alors écoute, moi très simplement, je suis à la fois pour la science à fond et je suis un humaniste à fond et un démocrate à fond. Donc, je reprends ce qu'a dit mon camarade Michel sur ce point-là. Quand vous étudiez, et je veux bien qu'on m'apporte la contradiction, ceux qui défendaient contre la vaccination, etc., la Martinique a eu, en plus, par tranche de 1000 personnes, 950 personnes qui sont mortes inutilement du fait de la sous-vaccination des Martiniquais. Alors, tu peux reprendre parce que j'ai pas compris. La Martinique, Oui. à cause de sa posture par rapport à la vaccination, le taux de vaccination, je l'emploie de façon provocatrice, exprès à décès, a tué 950 personnes approximativement, de plus que ceux qui ont eu, comme la Réunion, comme Barbade, comme je parle mal Cuba, etc., un taux de vaccination suffisant. Ok, très bien. Ok. Très bien. Donc, et je ne vais pas prendre des populations occidentales, je prends des îles comparables. Oui. Donc, que l'on me dise pourquoi cette différence. Oui. Bon. Alors j'entends plein de choses. Ça c'est la science et l'humaniste maintenant. Ça c'est la science parce que en plus il y a des trucs erronés sur l'industrie qui veut tuer les gens, mais on aurait déjà dû être mort aujourd'hui parce qu'on nous avait annoncé qu'un an après on serait mort. Bon, j'ai eu 2 vaccins différents. McDo qui a fait voilà. Sauf qu'après quand sortait plus McDo, qui a fini gros comme ça, qui a tué quand sortait plus hypertension artérielle. Mais comment l'anecdote, en salle de conflit qui était dit moi comme ça. Tous ces gens qui sont vaccinés là, dans 10 ans, quand on est zombie. Oui, bien sûr. Alors, et puis la dimension humaine. La dimension humaine, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand il y a eu les conflits à la fois à l'hôpital avec évidemment les types qui avaient été sanctionnés, j'ai écrit un texte en disant Messieurs les préfets, Monsieur le préfet, Monsieur le DGRS et Monsieur le directeur du CHU, pourquoi vous faites la guerre aux syndicats alors qu'il y avait une solution simple à appliquer, et je vous jure que si j'avais été à ce moment-là directeur général de l'ARS, ça ne se serait pas passé comme ça. Parce qu'il faut avoir la capacité de parler au ministère. C'était de dire, vous ne voulez pas être vacciné, ceux qui ne le veulent pas. Ok, je ne suis pas pour l'obligation vaccinale. Je suis pour l'obligation, mais je ne suis pas pour l'obligation. Enfin, vous piquez avec un truc. Mais je vous impose un contrôle bi-hebdomadaire. Un contrôle à l'intérieur, un test pour prouver que vous n'êtes pas porteur du virus. Et à ce moment-là, vous travaillez. Mais vous n'êtes pas vacciné, vous travaillez. Jusqu'à ce que vous soyez convaincu de la vaccination. Ils auraient très bien pu faire ça, et il n'y aurait pas eu cette dégradation de la situation qui a amené à un affrontement, y compris physique, contre les médecins. Y compris en famille. Y compris dans les familles. Oui, oui. C'est invraisemblable. Tout à fait. Bon. Alors, juste un petit mot un petit mot très rapide, parce que les personnes, il semblerait que ces agents aient quand même été radiés pour non-respect de l'obligation vaccinale. Non, mais il faut le lire. Non, mais faut tout lire. Voilà. Ok. Non, faut tout lire, faut tout lire. Ok, bon, on va en reparler. Ils ont fait valoir leurs droits Okay. après que l'obligation vaccinale oui, mais était levée. ils auraient été radiés pour non-respect de l'obligation vaccinale. Oui, mais au départ, mais après, ils n'ont pas réintégré. S'il vous plaît, 49. Ils sont radiés. On a ils sont radiés, mais oui. On a 2 thèmes, chacun 30 secondes. Vraiment, la CTM met en vente 11 de ses propriétés, dont le site d'Aqualando Carobé. Michel, ton sentiment là-dessus? Bon, je pense que c'est une bonne chose que la CTM essaie pour essayer de grappiller quelques ressources. Bon, c'est comme la ville de Fort-de-France qui vend ses biens. Non, bon. pas pour grappiller, je finis, oui, je prends ma part. Oui. Pas seulement pour grappiller, Michel, si on est un peu intellectuellement honnête. C'est parce que ça sert à rien de garder un patrimoine qui n'est pas rentable et qui ne te sert à rien. Tout à fait. C'est tout, quoi. Donc il faut s'en débarrasser. Bon. Alors, la seule chose... Attends. Vas-y, tu as fini. La seule chose, quand même, c'est que la plénière a adopté un amendement de l'opposition qui fait que ce qui était proposé, c'était que le président du conseil exécutif puisse faire ça tout seul, alors qu'on a demandé qu'il y ait une commission pour choisir les perdants. Tout à fait. Voilà. Et puis dans la transparence. Hein. Dans la transparence. Derrière, on sait pas ce qui se passe. Raphaël, 30 secondes aussi. Bon, c'est une question. Cette question n'a même pas dû être posée. C'est une question de gestion du patrimoine d'une collectivité. Vous savez, ce son, c'est bien là. C'est bien là. À côté de
de l'hôtel de l'Assemblée territoriale, Oui. avenue des Caraïbes. Oui. Il y a 2 bâtiments qui sont là, qui sont en train de tomber en ruine. Oui. Ah ouais. Bien sûr. En ruine. Qui menacent ruine. Il y avait une construction de comme on dit. moto là, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Yamaha, enfin. Oui, je vois Bon, bien. ça menace ruine. Il n'y a personne dedans. À la rue Lazare-Carnot, c'est pareil. Donc, qu'a fait la collectivité avec ce genre de biens? Rien. Autant remettre ça sur le marché immobilier, de telle sorte qu'il y ait une initiative privée qui se développe, qui permette effectivement de réanimer un peu ce secteur-là de la ville, parce que l'Olympia a fermé. Bien sûr. Ouais, c'est incroyable ça. L'Olympia a fermé. Hein. Donc, ce secteur-là, s'il n'y avait pas le PMU qui faisait une petite animation, tout ce secteur de l'avenue Caraïbes serait mort. D'accord. Donc voilà. Non, attends, non. Le problème qui pourrait se poser éventuellement, c'est Aqualand. Aqualand, et vous savez très bien, enfin toi, Charles, tu es conseiller territorial, Aqualand, il y a plusieurs tentatives qui ont été faites pour pouvoir remettre ça entre les mains d'un investisseur privé. Pour faire un projet, oui. Bon, sans succès. Non. Donc la collectivité décide de vendre, D'accord. mais avec quelques précautions. Hein, quelques précautions, parce qu'il faut que ce soit un parc de loisirs. Il faut absolument, pour améliorer l'attractivité du coin, qu'on fasse des écologes, ce qu'on appelle des écologes, c'est-à-dire des logements qui sont liés au parc de loisirs, c'est tout. Il n'y a pas de sujet. Pour rebondir sur ce que Raphaël disait, Aqualand, c'est 400 000 euros de gardiennage par année. Alors vas-y, Béatrice. Oui, c'est 400 000 euros de gardiennage parce qu'il y a des équipements qui sont encore des équipements blessants ou sur lesquels les gens peuvent attraper des dommages et que donc on garde. Voilà, on aurait dû déjà avoir eu démantelé tout ça, ça nous aurait évité de payer 400 000 euros. Alors, la Martinique ne fait pas exception à la grande capacité, ou je dirais même l'incapacité française. Malheureusement, nous sommes très français de ce côté-là. Nous ne savons pas entretenir nos biens publics. Alors moi, on va m'expliquer qu'on a besoin d'argent, que ça ne sert à rien et tout ça, mais nous qu'à louer. Donc on vend, ok, mais on va louer. On va louer des locaux. On est en train d'arrêter de louer. Et on dit le prix qu'on loue. Parce que si on avait entretenu nos beaux petits bâtiments, on aurait pu loger des services publics dedans, plutôt que d'aller louer à des loyers, des prix exorbitants. C'est ça la réalité. On est en train d'arrêter de louer. Eh ben, oui, bon, on n'y est pas encore, hein, à la fin de la location. Non, mais il faut rappeler. On n'y est pas encore. Mais non, mais il faut le dire. On a un problème d'entretien des bâtiments publics. Et même des bâtiments privés d'ailleurs. Bon, et ça, c'est pareil dans la planification. C'est des choses qui se planifient. On ne fait pas les travaux jusqu'à ce qu'il y ait une poutre qui commence à tomber. Il y a des directions des bâtiments et des infrastructures dans les administrations. Eh bien, il faut que les ingés, parce qu'il y ait des systèmes de programmation, de la rénovation du bâtiment, des peintures, de tout ça, qui soient quand même un peu plus réguliers. Il faut qu'on soit sérieux. On n'est pas mauvais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a des gens qui savent faire. On nous paye. Alors, tant mieux si moi je pense que surtout ça masque très mal des probables aussi difficultés de trésorerie qu'on peut avoir aujourd'hui. D'accord ? Et donc on vend ce qu'on appelle les bijoux de famille, on va en vendre quelques-uns, et puis ça va ramener un tout petit peu de trésorerie pour gagner en marge de manœuvre. Et ce n'est pas fini. Alors, 2 précisions. La première, c'est qu'effectivement, il y a un constat qui est fait, plusieurs millions d'euros de location avec parfois des bâtiments fermés. Bah oui. Et puis deuxièmement, effectivement, on loue, mais c'est la première tranche, parce que cela va continuer. Dernier point, manifestation pro-Palestine à Sciences Po. Je t'entendais dire tout à l'heure, Christian, que ton point de vue c'était, dès lors qu'on est pro-palestinien, on est aussi antisémite. Alors je te donne la parole d'abord. Ben oui, mais j'avais commencé par ça, parce que tellement j'avais été scandalisé. En fait, quand on étudie bien la question palestinienne et la question d'Israël, on se rend compte qu'aujourd'hui, le soutien indéfectible des États-Unis et des Occidentaux, notamment la France, permet à un gouvernement fascisant comme celui de Netanyahou de faire tout et n'importe quoi. Et lorsque j'observe que on prétend que Israël est un pays démocratique, alors qu'il y a une constitution qui instaure, enfin il y a des lois discriminantes en Israël contre les Noirs et contre les Israéliens arabes, ça ne peut pas être une démocratie comme une autre. Et lorsque
on observe que ce pays est dirigé aujourd'hui en état de guerre par l'extrême droite. C'est-à-dire que c'est comme si c'était pire que Marine Le Pen, finalement, qui était au pouvoir, avec une gestion de la guerre qui commence à créer des isanies au sein même de cette direction. Je pense que le gouvernement français, américain et les Occidentaux en général se mettent le doigt dans l'œil comme posture. Tout le monde sait que aujourd'hui, si les États-Unis arrêtaient de fournir les armes à Netanyahou, la guerre cesserait en 2 semaines. Tout à fait. C'est ce que les experts disent. En 2 semaines, ils n'ont pas les stocks. Parce qu'il leur faudrait... En fait, ça serait en 3 semaines. Mais il leur faut au moins 1 semaine de stock d'armement, si jamais il y a quelque chose. Donc la guerre, c'est sur 2 semaines. Elle serait arrêtée. Donc je finis pour dire, il ne faut pas confondre entre un soutien indéfectible aux Palestiniens, au peuple palestinien, et soutenir pour autant le Hamas. Moi, je condamne le Hamas comme étant une organisation islamiste, fondamentaliste, radicale, qui veut instaurer un régime comme celui des mollahs en Palestine, qui utilise le peuple palestinien et qui a créé plus de dommages au peuple palestinien qu'autre chose avec son action en 7 octobre. Du 7 octobre, mais ça n'est pas pour autant qu'il faut dédouaner Israël, parce qu'Israël, dans les territoires de Cisjordanie et tout, mène des massacres à longueur de journée depuis des décennies. Ils ont fait d'ailleurs autant d'attentats au début de la création d'Israël, et ils peuvent donner des leçons à personne. Donc on n'est pas antisémite lorsqu'on est antisioniste. Lorsqu'on soutient le peuple palestinien. C'est tout. Et les étudiants de Sciences Po ont tout à fait raison de faire ce qu'ils font. Les universités américaines aussi. Alors, 3 précisions. La première, c'est que les États-Unis donnent 4 milliards de dollars par an à Israël. Deuxièmement, j'ai l'impression qu'avec ces manifestations dans les facultés, que ce soit en France ou aux États-Unis, eh bien, les grandes puissances sont en train de changer de position. Et puis, troisième élément, effectivement, l'émotion, elle est internationale aujourd'hui. Michel. Non, mais j'allais te dire, moi je me félicite de voir que la jeunesse intellectuelle française sauve l'honneur du peuple français. Absolument. Bon, nous Martiniquais afro-descendants, nous n'avons pas de problème avec le peuple juif. La mauvaise conscience occidentale qui a massacré les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, soit les nazis, soit en France en les livrant aux nazis, les collaborateurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils veulent se soulager de leur conscience en accusant ces jeunes, en soutenant la Palestine, d'apologie du terrorisme. Alors, on a introduit ça dans le code pénal français. C'est une incrimination nouvelle qui n'existait pas, qu'on a introduit dans le code pénal pour pouvoir, en fait, censurer ceux qui défendent la lutte de libération nationale, du peuple palestinien. Et comme nous, Martiniquais, nous sommes dans une lutte de libération nationale, nous sommes solidaires. Raphaël, j'ai l'impression que le droit international est à géométrie variable. Écoute, je suis naïvement stupéfait de ce qui se passe aujourd'hui dans ce secteur-là. Comment imaginer que les peuples du monde ne se soulèvent pas? Alors, il y a eu l'Afrique du Sud qui s'est manifestée, mais bon, ça reste embryonnaire, ça reste peu important. Alors, des jeunes, effectivement, se soulèvent pour dire non à ce qui se passe à Gaza, mais franchement, que les États-Unis continuent à financer Israël pour plus de 20 milliards d'euros aujourd'hui, donnant à l'Ukraine 50 ou 60 milliards d'euros et de dollars, c'est quand même quelque chose. Parce que, comme tu dis, Christian, toi-même, c'est qu'on aurait pu arrêter cette guerre-là, arrêter ce qu'on peut appeler le génocide. Parce qu'avec tous ces enfants qui meurent, des milliers de personnes qui meurent, des milliers de personnes qui meurent de faim même. Parce que vous avez vu les reportages là sur les jeunes radicaux israéliens qui empêchent, qui bloquent effectivement les convois de nourriture qui permettent effectivement de nourrir la population gazaoui. Bien sûr. Mais ce n'est pas possible. Comment est-ce que les populations du monde ne réagissent pas à ça? Très bien. Ah, je me dis, mais non, on marche sur la tête. Voilà. Béatrice, le mot de la fin. Beaucoup de personnes se disent « Ah, mais il y a d'autres conflits qui font beaucoup de morts et tout ça. Et c'est vrai.
À travers le monde, en ce moment, il y a encore beaucoup trop de conflits qui tuent. La particularité de celui-ci, c'est qu'il dure depuis près de 80 ans. Voilà. Et c'est pour ça qu'on s'y intéresse. On ne peut pas rester insensible à ce qui se passe et on doit être très vigilant quant à aujourd'hui aux éléments de langage qui sont utilisés pour sanctionner ou limiter le droit que nous avons, le droit démocratique qui a été gagné de pouvoir donner son opinion. Ce qui est fait aujourd'hui, et pourtant ce ne sont pas en ce moment mes meilleurs amis politiques, ce qui est fait aujourd'hui à la LFI est une atteinte grave à l'exercice de la démocratie et du droit de pensée, de parole et de conscience. C'est une atteinte grave. Et j'ai presque envie de dire, attention, vous savez, quand on arrive à ce point-là, aujourd'hui c'est lui, demain c'est vous, sur un autre sujet. D'accord ? On a fait obligation à chacun d'entre nous, et on s'est même du coup fait obligation de dire des mots pour être admis à la table de la discussion. Donc il fallait parler de terrorisme, il fallait parler de massacre, mais évidemment que c'est admis. Vous imaginez bien que des jeunes qui sont dans un concert et qui se font tuer par des armes à feu alors qu'ils sont désarmés, qui sont presque dans une rave party, donc en mode cool, qui ça ne peut pas choquer ? Qui ? Et qui ne peut pas condamner ça ? Qui ne peut pas condamner ça ? Qui ne peut pas demander aujourd'hui que des familles recouvrent les leurs et donc que les otages soient libérés ? Mais qui aujourd'hui peut dire que sur un territoire qui fait un tiers de la Martinique, où 80% des infrastructures ont été détruites, où il y a aujourd'hui plus de 3 millions de personnes, qui peut dire que ce n'est pas à défaut d'être un massacre ? À défaut d'être un massacre, puisqu'on dit les chiffres sont annoncés par le Hamas, donc les chiffres ne sont pas fiables. Est-ce que ce n'est pas la volonté, par contre, de faire en sorte que toute une population disparaisse de son territoire ? Et ça, c'est condamnable par le droit international. Et aujourd'hui, les États-Unis sont prêts à porter plainte contre des instances internationales qui sont prêtes à poursuivre Netanyahou ? Absolument. Non. Absolument. On arrive, et c'est pour ça que je dis, et je répète dans mon propos introductif, je l'ai dit, que nous devons être dans la rue lorsque c'est nécessaire, parce que le rapport de force doit se réinstaller, parce qu'on ne peut pas être toujours sous le joug de personnalités politiques qui jouent autre chose que le fameux bien commun, qui jouent autre chose que la paix. Ce n'est pas la paix qui est en train d'être travaillée aujourd'hui. C'est une guerre déterminée, c'est une guerre longue, c'est une guerre terrifiante et c'est une guerre d'intérêt économique qui est jouée parce que les États-Unis, on le sait, sont menés par des intérêts économiques et financiers qui sont majoritairement tenus par des personnes d'origine sémite. Mais ce n'est pas pour cela qu'on doit s'autoriser à un regard qui ne soit pas un regard humaniste sur cette situation. Très bien, merci. Bon, en tout cas, le mot de la fin était passionné. Je souhaiterais aussi dire, effectivement, que là, il y a un Israël de justice, parce qu'il a fallu, bien évidemment, proposer un territoire pour accueillir ces personnes qui avaient souffert de la Shoah, plus de 6 millions de personnes qui ont été tuées. Donc, un Israël, un territoire de justice, et puis un territoire de terre promise. Et là, c'est autre chose, parce que c'est un territoire de destinée, avec tout le lot de considérations qui sont, j'ai envie de dire, divines et tout. Et là, c'est là qu'intervient le fanatisme, c'est là qu'interviennent les dérapages. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Nous espérons vous avoir intéressé. Et nous vous proposons donc de nous retrouver la semaine prochaine donc sur le kiosque Zouk Télévision. Merci à Manuela de nous avoir attendu et Grégory. Une excellente soirée et à très bientôt sur le kiosque. Voilà. Bonne soirée à vous et bon week-end.